Bien, chers amis, allons-y. Je vais y aller d'ailleurs sans grand ordre, sinon l'ordre des ateliers, en commençant par la thématique du populisme, etc., pour poursuivre. Je crois que c'est encore la meilleure méthode, sinon je risque de vous faire un exposé qui ne sera pas complètement synchro avec vos interrogations et vos suggestions. En repartant de ce dont nous avions débattu à l'AG il y a 3 ans, effectivement, c'est la conviction formulée par Mounier de la centralité de l'événement. L'événement, et tu l'as rappelé, François, l'événement sera notre maître intérieur. Phrase très forte, et d'autant plus forte qu'il l'a mise en œuvre, en pratique, tout au long de son existence. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, je rappelle que Mounier est brillant agrégé de philosophie. Il a fini second à l'agrégation de philosophie du concours de 1928, derrière Raymond Aron. Pour la petite histoire, Jean-Paul Sartre est emboulé cette année-là. Il a fini 2e sans avoir fait l'école normale supérieure, de surcroît. Il est un pur produit de l'université. Et donc, Mounier, brillant intellectuel, déjà dès ses 23 ans, eh bien, décide très vite, après avoir un peu enseigné, il décide de quitter l'enseignement. Et en fait, il quitte par anticipation, en somme, l'université, puisqu'il y était promis, pour créer une revue. C'est-à-dire pour se mettre vraiment directement, pour mettre sa pensée directement en contact avec l'événement. Il s'agit en effet de penser à travers l'épaisseur de l'événement. Donc d'accepter le choc de ce qui survient dans la société, dans le monde, en suivant d'ailleurs en cela les convictions de Péguy. Quand Péguy disait que le spirituel couche dans le lit de camp du temporel. Eh bien, le temporel, le spirituel au sens très large, y compris l'intellectuel, Mounier l'a bien mis, au risque parfois d'un court-circuit d'ailleurs, en liaison directe avec le temporel. Voilà. Donc l'événement était pour lui en effet tout à fait central, qu'il s'agisse de l'événement global, général, sociétal, ou bien des événements qui ont affecté sa vie comme la vie de tout un chacun. Et on pense à certains événements particulièrement difficiles dont il a su tirer un renfort de philosophie personnelle, de philosophie personnaliste. Je pense en particulier, bien sûr, à ce drame qui a frappé sa petite fille Françoise à l'âge d'1 an, pratiquement, un peu plus, du fait d'un vaccin antivariolique qu'il a laissé idiote. Voilà. Et il a des textes superbes à ce propos. Voilà. Et il est probable d'ailleurs, plus ça va, plus j'en ai la conviction, que si Mounier est mort si jeune, à l'âge de 45 ans, c'est pour une large part du fait précisément de la brûlure de l'événement. Et l'un des événements pour lui qui hâtera ou qui hâteront la fin de sa vie, c'est sans doute la grève de la faim qu'il a faite en 1941, suite à l'interdiction de la revue Esprit, suite à son arrestation, à sa détention administrative à Clermont, puis à Vals-les-Bains, puis après, c'est à Vals qu'il fera cette grève de la faim, il va partir sur Lyon, à la prison de Saint-Paul à Lyon, et pour un procès qui va se conclure par un non-lieu. Voilà.
Voilà, alors, il fallait quand même que je fasse une petite mention à Mounier à titre introductif, parce qu'après, il sera présent tout au fil du propos, mais il ne sera pas nécessairement de façon explicite. Je ne vais pas rapporter toutes nos réflexions à ce qu'a éventuellement dit, pensé Mounier sur le sujet. Bon, alors, est-ce qu'on peut commencer? Alors, le premier groupe? Non? Tu as l'air perplexe, François. Vous attendiez autre chose? Non? D'accord. Bon. Je préfère que ce soit comme ça parce que c'est... Oui. Voilà. Alors, allons-y. Qui est le porte-voix du premier groupe? Porte-voix. La feuille. Voilà. Populisme. Ah. Dans les ressentis, il y avait les inquiétudes diverses, il y avait un ressenti de confusion, il y avait du découragement devant les situations qu'on rencontre. Le fait que le mot populisme est utilisé comme anathème ou comme injure, et qu'il renvoie à la démagogie. Voilà, ça c'était au niveau du ressenti. Au niveau de l'analyse, le populisme peut exister par l'amplification par les médias qui fonctionnent en continu. Le populisme, c'est une certaine superficialité, des simplismes. Le populisme, c'est l'exploitation des ressentis du peuple et des peuples brimés, des personnes brimées. Il s'appuie régulièrement sur l'opposition élite-peuple et il consiste à manipuler les gens. Dans les embarras, on est désarmé à trouver une explication, peut-être à cause du troisième point, c'est que le mot est un peu un mot fourre-tout. Donc, comme le mot a trop de sens, c'est difficile d'analyser ce concept. Et puis, on est embarrassé aussi, comment faire une juste place au réel ressenti du peuple, des personnes. Les engagements, alors on a rappelé, on organise le week-end de politique de novembre. Ah oui. Autre engagement, on s'engage à y assister. On pense aussi, dans les groupes, créer des ateliers politiques et organiser des réunions autour pour expliquer, pour réfléchir sur les problèmes politiques avant les élections. On pense développer des argumentaires pour pouvoir répondre à tous ceux qui utilisent les arguments des populistes. Et puis, dernier engagement, on arrête d'utiliser le mot populisme. Bon, voilà. Donc je n'en parle pas. Le P point. On dit Front populaire à la fin. Oui. Bien. Alors, beaucoup de choses importantes dans ces remarques. Moi, le mot populisme suggère, comme à vous, beaucoup de choses, mais en particulier la prétention à réaliser une pure coïncidence, c'est-à-dire une pure adéquation entre le peuple réputé pur par définition, le peuple c'est le lieu de la vérité, sans trop de nuances, en tout cas énoncé, coïncidence, adéquation entre ce peuple et
ses représentants. Enfin, délivrer des travers du politique. Puisque tout le populisme, vous l'indiquez, est fondé sur la critique de la démocratie représentative. Le populisme aborde, d'une certaine façon, cette démocratie représentative classique et prétend y substituer, dans une sorte d'éclat fulgurant, y substituer la pureté d'une relation restaurée avec le bon peuple. Alors, on peut dire que ça donne ceci, et on comprend dès lors la démarche du populisme, qui consiste, en somme, la démocratie représentative, on peut la représenter comme une institution. C'est un modèle que j'aime bien, que j'ai puisé chez un grand juriste qui en a été vraiment le théoricien dans les années 1900-1920. Il s'appelle Horiou. Maurice Horiou, toulousain. Et l'institution, banalement, c'est une articulation, ou des articulations d'ailleurs, entre un instituant et son institué. Et nous dit Horiou, cette institution est, si elle marche bien, si elle est bien mise en place, la garantie de la durée, la condition de la durée. Et pour que ça marche bien, eh bien, il faut faire en sorte qu'entre l'instituant et l'institué, il y ait un mouvement permanent, je l'ai mis à l'envers, non dans le sens des aiguillements, peu importe, un mouvement permanent de convection entre le chaud et ce qui était exposé au risque de froid. Et si je parle de chaud et de froid, ce n'est pas par hasard, c'est que Horiou pense expressément dans les termes de la thermodynamique. Il écrit un petit opuscule, un ouvrage de 200 pages en 1899, Leçon sur le mouvement social, qui est fondé entièrement sur la thermodynamique. On va me dire, ouais, et alors? Eh bien, il dit, l'instituant de quelque institution que ce soit, dès lors qu'il se trouve institué, est exposé au risque de dégradation. Ce qui renvoie d'une certaine façon à Péguy aussi, que la mystique se dégrade toujours en politique. Vous savez, la dégradation, la thématique de la dégradation. Donc, tout l'art d'une institution, c'est de parvenir à instaurer cette circulation qui permet, disons, de trouver la température moyenne de croisière. Température moyenne de croisière. Voilà. Alors, le populisme, là-dedans, que fait-il? Bien, le populisme, finalement, creuse l'écart dans cette démocratie représentative entre l'instituant et son institué, c'est-à-dire la représentation, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les parlementaires et tout ce qui y correspond, les gouvernements, etc., de manière à opposer nous, peuple, bon peuple, et eux. Et cette structure en eux, nous, est véritablement fondatrice de la logique, en somme, intime du populisme. Et elle s'étend, ça renvoie au deuxième ou au troisième carrefour, elle s'étend au rapport entre notre bon peuple et l'extérieur du peuple, c'est-à-dire l'étranger, qui fonctionne rigoureusement sur le même mode, qui n'est pas sans envoyer d'ailleurs au clivage ami-ennemi. Ami-ennemi. Alors, creuser donc l'écart entre ces deux, là c'est l'élite, le peuple, l'élite qui trahit, etc., pour y substituer une autre institution qui serait, elle, fondée précisément
sur la parfaite coïncidence entre l'un et l'autre, tel qu'on puisse écrire I, plutôt je vais mettre institué sur instituant, égale 1. Égale 1. Et c'est un 1 parfait, sans nuance, sans bavure, pourrait-on dire. Voilà ce que nous vous annonçons et ce à quoi nous nous engageons. D'accord. Bien. Parfaite coïncidence. Oui, mais quel est le risque? Vous avez dit inquiétude, c'est le premier mot. Inquiétude. Le risque avec un schéma comme celui-là, c'est que, puisque l'institué a une telle proximité à l'instituant, ben, la tentation, c'est de se prendre pour l'instituant et d'opérer une substitution entre le petit i et le grand i. Je suis, dira le populiste, ou nous sommes le peuple. On dirait, nous ne représentons pas le peuple, mais nous sommes le peuple. Et là, on est engagé dans un processus qui est de type démocrature, au mieux, dictature au moyen, totalitarisme au pire. Et si on prend la logique de fonctionnement de tous les totalitarismes, c'est ainsi qu'ils ont fonctionné. Staline, le petit père des peuples, je suis le peuple, etc. Et que lorsque le peuple dit « mais nous souhaitons nous organiser et manifester notre mécontentement sous forme de grève », on dit « mes pauvres amis, c'est absurde, puisque vous mettre en grève, c'est vous mettre en grève contre vous-même. Et donc ça n'a pas de sens, et donc nous vous l'interdisons. » Fatalement. Voilà. Donc c'est là qu'est le risque. Ce qui veut dire, à contrario, qu'au fond, la démocratie représentative, ce n'est pas une démocratie fondée sur la coïncidence entre les représentants et les représentés. Ça, c'est une erreur qu'on commet quand on critique la démocratie représentative. C'est-à-dire, ils nous représentent mal. Ils ne nous représentent pas fidèlement. Mais est-ce que c'est la question, véritablement? La fonction des représentants n'est pas de représenter en permanence la société. Il y a un moment où le détachement s'opère. Leur fonction, c'est de gouverner pour la société. Et c'est autre chose. Autrement dit, il y a une méprise, parfois même un non-sens, sur le sens même de la démocratie représentative, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour en revenir au populisme, le populisme nourrit l'inquiétude, et à mon sens, s'il nourrit l'inquiétude, c'est du fait de cette prétention à l'incarnation parfaite du peuple, qui crée un postulat, qui induit un postulat d'incontestabilité. Vous ne pouvez pas me mettre en cause puisque je suis le peuple. Ce qui veut dire que la vraie démocratie suppose toujours du jeu, J-E-U, de la distance, où peut intervenir la réflexion critique et la contestation. Ici, il n'y a plus de distance puisque la coïncidence est parfaite. Vous avez l'air perplexe et peut-être que vous avez raison. Oui, avant, vous avez raison, mais pourquoi, par exemple, on peut prendre la France avec le cas du Front National. Le Front, je veux dire, on sait très bien qu'une bonne partie des électeurs du Front National, c'est des électeurs du Parti communiste, entre autres. Le Parti communiste a commencé à perdre des électeurs lorsque la gauche est à la gauche en 1981. Oui. D'abord, les quatre ministres communistes, parce que la politique a été suivie, qu'a menée Mitterrand, n'a pas été celle qu'il a annoncée. Donc, lorsqu'il y a trop grande distorsion
entre le programme et la réalisation, les électeurs sont en droit de se poser des questions. Lorsque les pseudo-élites s'en mettent plein la poche, on est en droit de se poser la question. Alors ça ne veut pas dire naturellement qu'il faut aller automatiquement vers le populisme, mais ce sont quand même des causes objectives qui motivent, à tort ou à raison, le populisme. Et ça, je crois que, comme on dit, c'est un peu comme la fraude fiscale. Si vous fraudez à peu près de quelques pourcents, le fisc ne vous en veut pas, mais si vous le faites à 20 ou 30, vous aurez une amende. Si vous faites une politique qui est un peu éloignée de ce que vous avez annoncé, bon, on n'en voudra pas. Mais si, par exemple, comme le fait Hollande, vous faites une politique qui est à l'inverse de celle que vous avez annoncée, là, on se dit, ben oui, à droite, ça n'a pas marché, à gauche, ça n'a pas marché, donc je vote pour Le Pen sans savoir ce que ça recule. Donc il y a aussi des causes qui sont très pratiques. Et ça, lorsque l'on discute avec des gens qui votent le Front National, qui ne sont pas pour cela fascistes, comme on l'a cru pendant longtemps, eh bien, c'est pas toujours facile de leur faire comprendre. Alors, ils ne sont pas forcément, comment ça s'appelle, crédules sur ce que fera le Front National, mais ils disent au moins, je vais essayer quelque chose. Oui. Alors, la question est de savoir pourquoi des Français ou des Vénézuéliens ou bien des Américains, le rapport à Trump, etc., Tea Party, pourquoi ils entrent dans ce jeu? La raison est assez simple, je crois. Elle tient précisément au simplisme, à la simplicité du schéma proposé. On vous propose des solutions claires, nettes, en désignant les adversaires, en désignant clairement les causes, à vous qui, de surcroît, êtes en demande d'une explication compte tenu des difficultés que vous rencontrez dans l'existence. Vous, tous les exclus, etc. Venez à nous, nous trouverons, nous avons la clé de la situation. Et par conséquent, c'est un langage qui ne peut que séduire. Le langage qui correspond à ce qu'on a appelé autrefois, à partir du Parti communiste, à propos du Parti communiste, précisément, la fonction tribunicienne. Le Parti communiste avait une fonction tribunicienne, c'est-à-dire fonction de défense en tribune, en somme, en public, défense de tous les exclus. Indistinctement, vous tous qui vous sentez mal à l'aise, qui vous sentez rejeté par la société, venez à moi et nous opérerons le changement nécessaire. Fonction tribunicienne. Le PC ne l'exerce plus pour les raisons que vous indiquiez, entre autres, pour d'autres raisons aussi. Eh bien, il y a eu un transfert opéré vers... alors, derrière ça se profile l'idée que, au fond, les solutions du PC étaient des solutions à peu près identiques, puisque l'instituant dans le modèle de société, c'était la classe ouvrière. La classe ouvrière qui était le vrai peuple. Et le vrai peuple était réputé pur. Ce vrai peuple ne pouvait mal faire. Et par conséquent, ceux qui intervenaient en son nom ne pouvaient se tromper. Puisque nous sommes au service d'une cause qui est pure et presque parfaite, l'erreur n'est pas permise. Tout ce que nous faisons est pour le bien du peuple. Je repense à cet ouvrage d'Henri Duméry, le philosophe des religions, qui date de 1956, qui est paru aux éditions Esprit, la tentation de faire du bien. La tentation de faire du bien. C'est-à-dire la tentation de tirer parfaite légitimité incontestable dans chacun des actes du fait qu'on est au service du bien. Eh bien, le Front National... Comment ? Oui. Je ne sais plus. La tentation de faire du bien. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle, puisqu'on est au service du bien, eh bien, tous les moyens déployés sont excellents, ce qui est une façon de dire
que la fin poursuivie justifie tous les moyens. Voilà. Mais Staline, 40 millions, 50 millions de morts, c'est tout à fait dans cette disposition-là. C'était une justification de légitimité sans limite, parce qu'il était au service du vrai peuple, parce qu'il était le peuple, lui, le petit père du peuple, petit père du peuple. C'est fascinant de voir la séduction qu'un homme comme lui a pu exercer avec l'affection, la tendresse qui s'y attachait, en même temps qu'il commettait de tels dégâts. On pourra en dire autant de Mao, hein, dont on découvre aujourd'hui qu'il est aussi responsable probablement de quelques 50 millions de morts. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, le populisme, c'est un système qui est fondé sur la simplicité du schéma, qui est séduisant, tout le monde comprend. Et quand on dit les immigrés sont la cause de notre malheur, on dit ben voilà, on a compris, c'est la cause les immigrés, la cause c'est les puissances d'argent, c'est ce qu'on appelait autrefois la plutocratie, etc. C'est les politiques qui confisquent le pouvoir à leur profit, c'est la politicaille, etc. Et de nommer ainsi les adversaires, les ennemis, eh bien, fournit une vision assez claire du monde qui est, somme toute, satisfaisante, réconfortante et apaisante. Oui. Oui, à monsieur. Simplement une petite question. Vous parlez d'instituer et d'instituant. Si je traduis instituant par électeur et institué par élu, est-ce que j'ai raison? Oui, mais électeur au pluriel, l'instituant, c'est, disons, c'est le peuple souverain dans la démocratie. Ah, c'est le peuple souverain, avec ses convictions, avec ses idées, etc. Mais c'est ça. Et donc l'institué, ce sont toutes des institutions parlementaires, hein, démocratie parlementaire. Oui, madame. Alors, je suis un peu gênée de la... Pas du tout. Ah, parce que de ma proposition. Non, du fait de juxtaposer totalitarisme et populisme. Parce que pour moi, Oui. le populisme est quelque chose un peu plus de marshmallows qu'ils font, c'est pas trop où il va. Et le totalitarisme, c'est quelque chose de très carré, très... Bah, c'est l'homme Stakhanov. Charles d'Assaut. Etc. Voilà. Oui. Hein, donc, Il était 34. voilà. Bien sûr. Non, mais attendez. Je fais un rapprochement par une sorte de, ce qu'on dirait, une amplification, si vous voulez. Une amplification. Mais je ne dis pas que le populisme est un totalitarisme. Je dis simplement qu'il y a de la graine de totalitarisme dans la logique fondatrice du populisme, dans le discours qu'il porte. Il y a de la graine de dérive, vous voyez? Parce que là, partout où on pose une telle coïncidence parfaite, c'est la terreur garantie à terme. Robespierre est là, Saint-Just est là, etc. Parce qu'ils incarnaient parfaitement le peuple avec un pouvoir qui ne pouvait être que sans limite, parce que sans tâche, sans faute. Bon. Non? Alors, donc première chose pour ce qui concerne cette affaire de populisme, opposition, intérêt du peuple, élite, eux, nous, etc., dans toutes les versions. Alors, j'ai entendu que dans l'atelier, la question était soulevée de savoir si on pouvait parler d'un populisme de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Hugo Chavez. Le cas de Chavez est assez intéressant, puisqu'on voit que, bien que Chavez ait disparu,
eh bien, c'est un pays qui s'oriente vers la négation des principes de la démocratie. Le pouvoir y est confisqué et toute forme d'instrument, de moyens de résistance se trouve stérilisée, à commencer par le travail de la Cour constitutionnelle qui se trouve régulièrement invalidé par le pouvoir, ou le pouvoir de l'Assemblée qui se trouve invalidé par le biais de la Cour constitutionnelle qui sanctionne, qui invalide les décisions. Par conséquent, on a là l'illustration de la pente naturelle d'un populisme qui pourtant au départ était de gauche, se voulait de gauche et l'était effectivement sans doute par les mesures prises en faveur du peuple vénézuélien. Alors, Jean-Luc Mélenchon, populisme, je crois que oui. Et je ne suis pas le seul à le penser. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ça m'intéresserait de savoir comment vous réagissez à ça. Pour ceux qui étaient dans le carrefour, je suis parti à ce moment-là, quels sont les arguments invoqués et quels sont éventuellement les contradicteurs. Oui. Il y a un critère qu'on peut évoquer à propos du populisme et qu'on a évoqué tout à l'heure dans la réunion, c'est rapprocher le simplisme et le populisme. Oui. C'est-à-dire que le populisme, c'est tous ceux qui disent c'est simple, alors, il suffit de... Tout à fait. Et j'ai l'impression que, à contrario, la démocratie, c'est compliqué, il va falloir en baver. Oui. Effectivement, quelqu'un qui dit ça, sauf Churchill en 40, quelqu'un qui dit ça, il a du mal à se faire écouter par le peuple et les électeurs. Tout à fait. Bah, le fond du discours de Churchill était simple, d'une certaine façon. C'est marche ou crève. Oui. Donc on y va ou bien, voilà. Donc, mais effectivement, c'était du sang et des larmes. Oui, je crois que c'est vraiment le trait caractéristique du populisme, cette espèce d'opération non seulement de clarification, mais de simplification presque caricaturale de la réalité sociétale. C'est un travers, qu'il s'agisse, oui, de l'économie, évidemment des mouvements migratoires, du fonctionnement des institutions, du fonctionnement de l'Europe, etc. Il y a un côté, comment dire, toujours refus de toute forme de complexité et du même coup de nuance. La pensée de la démocratie aujourd'hui ne peut être fondée que sur une pensée de la complexité. Parce que, au fond, la démocratie repose toujours sur le jeu des écarts, sur le jeu de la distance. Et là, je rejoins complètement Emmanuel Mounier quand il insiste sur le fait qu'un régime politique de type démocratique est fondé sur la tension entre ce qu'il nomme le politique et le prophétique. Tension, et c'est, dit-il, dans l'entre-deux de ces deux pôles puissants que se déploie, à travers la complexité du réel, que se déploie une action de type démocratique. Donc c'est l'entre-deux. Alors que le populisme dira non, c'est là, c'est un pôle en somme qu'il faut mettre en cause, Mounier dit c'est entre les deux. Et c'est une analyse qui sera également partagée par Paul Ricoeur, bien sûr, mais par Hannah Arendt. Quand Hannah Arendt, dans son ouvrage « Qu'est-ce que le politique ?», dit en substance, eh bien, lorsque deux personnes sont réunies, elle ne continue pas « je suis au milieu d'eux », mais sur le même style, eh bien, quand deux personnes sont réunies, il y a du politique. Il y a déjà, à l'état natif, en somme, du politique. Parce que on est dans l'ordre de la relation, et c'est là que se situe le site, en somme, propre du
politique, dans l'entre-deux. Voilà. Alors, et c'est la force, à mon sens, de la démocratie, que d'être fondée sur cette incertitude. Incertitude. Vous savez, Claude Lefort, le grand penseur de la démocratie, l'homme de socialisme ou barbarie, avec Edgar Morin, etc., d'ascendance Trotz et tout, mais Claude Lefort, qui a vraiment pensé très puissamment la démocratie, disait « La démocratie, c'est un régime fondé sur un lieu vide. » Sur un lieu vide. C'est-à-dire que personne ne peut prétendre s'approprier le cœur du régime démocratique, qu'il occuperait comme une espèce de plein droit, en somme, par on ne sait quelle onction, etc., comme les rois autrefois, qui étaient là naturellement, ils occupaient ça. Non, la démocratie est fondée sur le vide. Et on ne sait pas ce qu'elle est susceptible de devenir. À l'opposé de cette incertitude, le populisme propose, au contraire, énonce des certitudes tranchantes, certaines, et c'est le régime de la certitude rassurante. Voilà, c'est ça, et c'est pas autrement. Ce qui permet, évidemment, d'avancer avec beaucoup d'aplomb sur la plupart des grands dossiers, sans s'encombrer des interrogations, des hésitations, des scrupules qui sont aujourd'hui les nôtres face à la plupart des grands problèmes. Voilà. Populisme, c'est la certitude. Mounier disait, il parlait des certitudes difficiles. Des certitudes difficiles. Nous avons des certitudes. Mais, mise en œuvre, bon, compliqué. Alors, voilà, donc je voulais souligner ça parce que, puisque nous sommes avec des gens qui, entre gens de bonne compagnie, ça va sans dire, mais d'ascendance pour la plupart chrétienne, d'intérêt en tout cas, de concernement, pourrait-on dire chrétien, on pourrait pratiquement renvoyer la démocratie dans son essence, l'appuyer, je crois, à la figure de la Trinité. Tout simplement. La figure de la Trinité, le un est dangereux, bien sûr. Si Dieu est tout un, massivement un, un peu comme dans l'islam, également dans la religion juive, on peut le faire ventriloquer. C'est un risque. Et c'est un risque qui n'est pas que théorique. Si on fait de Dieu une dualité, si on l'inscrit dans ce statut duel, à dire, mais quid, s'ils sont en désaccord, si les deux personnes ne sont pas en accord, comment s'en tirer? Et c'est là qu'intervient le troisième terme, qui est le terme, en somme, d'ouverture, à proprement parler, sur l'infini. Le tiers est la porte ouverte à l'infini, au sein même de la divinité, et par un mouvement de sortie de soi, en direction, éventuellement, de l'humanité, par exemple. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que on observe tout de même, et c'est intriguant, que la démocratie a particulièrement prospéré dans l'ère chrétienne. Ben oui, globalement, ça y correspond. Bien, si, à mon sens, on veut chercher l'une des clés, je dis pas la clé, l'une des clés de ce génie, on peut le trouver là, c'est-à-dire dans à la fois la pluralité, Dieu est pluriel. Est-ce qu'on peut imaginer une consécration aussi puissante, plus puissante, du principe de pluralité fondateur, évidemment, de la démocratie? Dieu n'est pas d'abord dans les personnes, mais il est dans les relations entre les personnes.
Dieu, dit-on, est amour. Ben, l'amour, oui, ben, d'accord, c'est de l'ordre relationnel. Donc, c'est dans l'écart, en somme, entre les personnes que tout se joue, pourrait-on dire. Et voilà de quoi alimenter la démocratie comme espace d'échange, espace de délibération, espace de confrontation. François me disait tout à l'heure, en confirmant le mot de Merleau-Ponty, à partir de 2, on est vraiment plus intelligent. Alors, a fortiori, lorsqu'on se met à quelques dizaines, quelques centaines ou millions. Voilà. La confrontation, la base de la démocratie, à mon sens, peut être trouvée là, c'est l'idée de distance. La distance entre les instances. Voilà. Qu'en pensez-vous? Vous avez l'air assommé, là, dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh. Ben non, mais je sais pas, c'est des idées, des convictions. Trop fort? Ah bon, oui. Bon, ben, il faut dire, hein, si c'est trop... Non, mais ce parallèle est impressionnant entre justement nos références chrétiennes, oui. Et puis la démocratie, le fonctionnement de la démocratie. Oui. Ah, moi, je trouve que c'est puissant. Oui, oui, bon. Bon, bah, tant mieux. Voilà, bah, c'est la logique même de la Trinité, vous ai-je dit, que de se propulser par un mouvement. Il y a un terme très, très précis qui m'échappe, ce mouvement de... c'est très technique. Comment? Centripète. Oui, non, le centrifuge. Très centrifuge, au contraire. Non, le centripète, non. Très centrifuge. Alors, quelqu'un m'a dit ces jours-ci, puisque je parlais de ça, m'a dit « Ah oui, mais alors, c'est bien joli, mais que dire du polythéisme ?» Ah ben oui, le polythéisme, alors, devrait être un meilleur candidat, un meilleur garant de la démocratie. Oui. Oui. Mais... Ah ben oui. C'est-à-dire que dans le polythéisme, les dieux sont plutôt concurrents entre eux. Et c'est souvent une lutte sans merci, illustrée par la mythologie, etc. On se fait des coups de vache, enfin, entre eux, etc. Jupiter et puis machin, etc. Et donc, on est dans une situation où il n'y a pas ce principe qu'on retrouve ici et qui fascine tant, c'est-à-dire le principe de conciliation entre la pluralité et l'unité. Et l'unité, et là nous sommes, écoutez, face à la question que tout le monde se pose, à commencer par les sociologues, comment faire une société à partir d'une pulvérulence d'individus? Comment faire de l'unité avec une telle situation de désagrégation, d'une certaine façon, d'inagrégation plutôt, de dispersion? Comment faire l'unité? Eh bien, c'est le défi de la démocratie. C'est le défi de la démocratie. Et alors, excusez-moi, je dirais que c'est une question qui nous poursuit depuis le début, d'une certaine façon. Depuis au moins la Révolution française, mais à laquelle des gens comme Durkheim vont apporter des éléments de réponse tout à fait intéressants, en disant, attention, ne pensons pas que politique, mais pensons aussi social, pensons société. La République, c'est la nation en tant qu'entité politique, mais la République, c'est aussi la société en tant que réalité sociologique. Et moi, je propose de penser les deux, d'étendre, autrement dit, du politique au social, la réflexion sur l'avenir. Et il en tire quoi comme conséquence? Il dit, regardez la société. La société, elle est faite sous l'écorce ou l'écume des conflits, elle est faite d'une interdépendance foncière
d'une solidarité objective entre les individus. Et mon travail, dit-il, c'est de mettre en évidence scientifiquement la place centrale de la solidarité dans notre fonctionnement républicain. Ce qu'il fera. Avec un mobile qui, on l'oublie trop souvent, est un mobile proprement politique, puisque sa préoccupation majeure est d'éviter la fracture sociale, qui viendra un siècle après, l'éclatement de la France en deux France, précisément. À l'époque, il faut se souvenir que quand il écrit, c'est-à-dire dans les années 1800 comment Durkheim. Dans les années 1880, 1900, 1910, etc., on est dans une situation proprement révolutionnaire où on peut craindre non pas l'implosion, mais l'explosion de la société. Et par conséquent, il apporte une réponse en montrant que l'unité nationale permet de dépasser la pluralité, la dispersion, en somme, de la population réelle, voilà, de la société. C'est un principe de conciliation. Et c'est de là qu'on va tirer quoi? Qu'on va tirer tout simplement ce qui deviendra cette institution géniale qu'est l'assurance sociale, la sécurité sociale, sur la base du principe un pour tous, tous pour un. Les trois ou les quatre mousquetaires. Voilà. Mais c'est la mise en forme des intuitions de Durkheim. Solidarité, solidarité, etc. Solidarité. Alors, puisque j'en suis là, je vais faire, si vous permettez, un saut en direction de l'autre atelier. On parle de solidarité. Et je crois qu'il est intéressant. Et François, tu me dis, quand on arrête, ça va? Non. J'ai le temps de parler 5 minutes encore? 5 minutes, oui. D'accord. On continuera cet après-midi. Oui, je sais bien, mais... Manquer d'énergie. Bon. Écoutez, mais là, ça va. D'accord, oui. Bah oui, il ne faudrait pas inadmission, des brancards et tout le reste. Les brancards solidaires. Solidarité. Ah zut, ça c'est le syndrome du paperboard. C'est toujours sec. Voilà. Celui-là est sec aussi. Celui-là peut-être le rouge. Bon, ça va mieux là. Je reprends mon image institutionnelle. En insistant sur un point que j'ai essayé de développer dans plusieurs papiers de Ouest France, puisque bon, je suis chroniqueur à Ouest France, et j'ai distingué en fait deux formes de solidarité, deux grandes formes de solidarité qui sont à mon sens aussi nécessaires l'une que l'autre dans leur complémentarité foncière. On pourrait dire, en reprenant instituant, institué, que la solidarité se présente sous une version chaude. La version chaude, c'est-à-dire une solidarité de proximité, qui est vécue, qui est expérimentée, avec autrui en direction, par exemple, des immigrés, des migrants, des réfugiés, etc., etc. On pourrait dire que c'est une solidarité de visage à visage. Voilà, nous nous connaissons et nous avons des relations d'hospitalité, d'assistance, d'aide, etc., ou d'échange tout simplement pour le plaisir dans les associations. Rappelons quand même qu'il y a plus d'1 million d'associations en France et qui jouent à leur manière le jeu de la solidarité. La solidarité n'est pas nécessairement sur le terrain social, c'est l'association et l'être ensemble. Donc, ça c'est une forme de solidarité native, en somme.
native, celle qui résulte du jeu de l'association, et c'est extraordinaire quand on y pense. Je me souviens d'amis polonais qui, à 20 ans, me disaient « Vous ne mesurez pas la chance que vous avez de pouvoir constituer avec une telle facilité une association. Nous, il y a 20 ans, il y a 25 ans, nous, pour l'instant, c'est impossible. Parce que la société civile n'existe pas en tant que telle. Tout passe, tout se concentre, en somme, se condense dans l'État et la société, selon le postulat rousseauiste. C'est déjà ce que Tocqueville disait à propos des États-Unis, quand il disait « Oh, quel merveilleux pays, je reviens de là-bas, j'ai vu des associations pour les buveurs, pour les alcooliques, pour tout le monde, extraordinaires, qui sont... » Oui, et ça a été sans doute pour nous une sorte de modèle originaire. Donc, association, instituée, c'est quoi? La solidarité instituée, eh bien, ce sont tous les mécanismes de solidarité qui sont plutôt du côté froid. Franchement, l'impôt, c'est pas chaud l'impôt, même si ça peut l'être à l'occasion. L'impôt, et puis on disait la sécurité sociale, entendue dans son acception la plus large, bien sûr. Autrement dit, toute une réglementation, une organisation, une réglementation des solidarités. Paul Froid. Qui se joue là, non plus de visage à visage, mais de masque à masque. Ben oui. Là, il n'y a plus Pierre, Paul ou Jacques, il y a un assuré social, point, c'est tout, avec son numéro INSEE. Alors on le regrette un peu, disant « Oh, là, c'est froid. C'est trop froid, je l'ai vu. Moi, il y a 2 mois, j'ai protesté auprès de ma mutuelle en disant « Qu'est-ce que c'est que cette mutuelle ?» Je me permets de vous rappeler quand même, mutuelle où on ne réussit pas à avoir qui que ce soit au téléphone au bout de 8 jours. J'ai écrit, un peu nerveusement. Et puis j'ai reçu une lettre, on dit, oh, oui, bon, mais où est l'instituant de ma mutuelle qui est devenue froide, très froide. Vous avez oublié d'où vous venez, de cette belle idée mutualiste. Et donc, ici, on a un rapport entre des masques, c'est-à-dire des gens qui n'existent que par un statut. Il n'y a plus de personne. Il n'y a plus de personne, c'est-à-dire la personne, elle est là, mais elle est derrière son masque. Où l'on découvre d'ailleurs que le masque est nécessaire à la vie sociale. On est porté à considérer que le masque, c'est le mal, d'une certaine façon, c'est la duperie, c'est l'hypocrisie, c'est etc. Mais le masque, c'est une protection terrible. Regardez Elephant Man. Si cet homme pouvait se masquer complètement, il serait libéré de son stigmate. Et à propos de combien peut-on le dire? Si mes étudiants du temps où j'enseignais ne pouvaient pas masquer leur copie, c'était la porte ouverte, en théorie en tout cas, à la discrimination, au favoritisme. Donc le masque est aussi nécessaire, et je le dis pour une large part parce que je suis juriste de formation et de fonction. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est le masque. Mais sans le masque, le visage est exposé à la brûlure de l'instituant. À la brûlure. Je prends un exemple. Je vois des jeunes qui filent un parfait amour. Bon, super. Ou bien moins jeunes d'ailleurs, filent un parfait amour. Et moi, juriste, bien que publiciste, donc le civil, c'est pas mon truc, mais enfin, je sais que chacun, l'un et l'autre, ont du bien. Ont du bien. Et qu'il est peut-être préférable de tout de suite faire le point.
avant de s'engager, donc de faire un contrat de mariage, pour répartir les choses. Et puis, regardez, vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que vous êtes un oiseau de mauvais augure? Mais non, je suis dans ma fonction de juriste. Le juriste, lui, il pense toujours au pire. Il ne pense qu'à ça, d'ailleurs. Ben, évidemment, s'il n'y avait pas le pire, il n'y aurait plus de juriste, il n'y aurait plus de droit. On serait dans le bonheur populiste. Et donc, je leur dis ça. Et puis, ils écartent. 2 ans, 3 ans après, vous savez, c'est à peu près le temps de l'entropie. Je n'ai pas parlé d'entropie, mais l'entropie, elle est là. Hein. La dégradation des énergies, entropie. Donc, au bout de 3 ans, je les rencontre à nouveau. Ils sont plus ensemble. Ils sont en train de se taper sur la gueule à tour de bras à propos de leurs biens. Je dis, ben, vous voyez, si vous aviez adopté, dis-je à celui que je rencontre, le masque du droit, vous n'en seriez pas à vous détruire le visage. Tout simplement, le visage. Ben oui, ils sont là dans une lutte à mort entre eux. La solidarité. Alors, on dit, mais la solidarité, il faut choisir quoi? Les deux, mon capitaine. Bien sûr, les deux. Mais celle-ci est complémentaire de celle-là. Celle-ci corrige largement celle-là. Regardez les réfugiés. On a déploré, vous avez déploré dans votre groupe l'insuffisance, l'impuissance du droit. Mais elle est compensée justement par l'initiative de la société qui est capable de s'auto-organiser pour apporter les solutions que la loi ne comporte pas. Non? Je ne sais pas. Et que faut-il prendre? Encore une fois, faire jouer les deux ensemble. Et il se peut d'ailleurs que le pôle chaud, par ce mouvement de convection que j'évoquais, parvienne aussi à réchauffer un tant soit peu l'instituant. Comme par exemple lorsqu'on a décidé de créer la CMU. C'était une forme de réchauffement de l'instituant. On s'est aperçu qu'il y avait là des zones très froides correspondant à des oublis, des personnes en difficulté. Et on y a remédié, mais c'est sous la pression du pôle chaud. Alors, je vous casse les pieds avec ma tête dynamique. Mais vous savez, puisque l'on est entre chrétiens, paradoxalement, je me suis dit, mais pourquoi cet intérêt chez Oriou? Tiens, Oriou, catholique, grand catholique, libéral, très libéral, catholique. Pourquoi cette obsession de la dégradation, de l'entropie chez Peggy? La réponse est... Pourquoi cette attention au même phénomène chez Mounier? Quand j'ai relu le Personnalisme pour la xème fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire attention au passage comportant l'idée de dégradation d'entropie. J'en ai trouvé une dizaine comme ça. Le mot entropie est cité, l'entropie de l'amour, dit-il. Mais d'où cela vient-il? Finalement, quand on réfléchit, c'est toute la problématique du péché. La problématique du péché, c'est bien cette dégradation de la vertu, des valeurs en leur contraire. Mais avec toujours cette idée de nég-entropie. Il y a entropie, mais il y a la contre-entropie, la grâce, et là on est chez Simone Veil, la pesanteur et la grâce. Non, la pesanteur et la grâce. Et toujours repartir, remonter, eh bien ici, étant entendu que aucun des deux pôles ne peut se suffire à lui-même. Abandonnés à leur propre mouvement, on va à la catastrophe. Ici, le chaud, on va au pire à des explosions volcaniques de la lave, et l'image de la lave est très présente chez tous ceux qui entrent dans cette logique. Je pense à un sociologue auquel j'ai consacré un petit livre, Georges Gurvitch, et c'est une image qui revient à périodicité régulière. La lave. Oui, mais la lave, ça détruit. Tout le problème
dans l'institution, c'est de récupérer cette énergie sociale et de la gérer au mieux, de la répartir au mieux au niveau de l'institué. De la même façon, si l'institué se sépare, regardez ce qui s'est passé avec l'arrivée de François dans l'Église. On peut dire qu'il a créé un coup de chaud, un sacré coup de chaud. Simplement, c'est un coup de chaud qui bute sur un institué qui a sa logique propre et sa pesanteur propre. Et donc, il faut du travail pour réussir à convertir l'institué à ce nouvel instituant, en somme, dont il nous présente l'image. C'est un travail. Voilà. Alors, tout à l'heure, je reviendrai sur la démocratie représentative et puis la crise de cette démocratie représentative, l'aspiration à autre chose qui doit se situer quelque part au niveau de l'interface entre les deux. Bien, c'est bien. On aura Bien, on a tout à Je n'ai pas tout à fait répondu à la question qu'est-ce que le populisme, mais on est autour. Quoi. Voilà. On a bien dit qu'il n'y avait pas de définition au mot. Ah, je suis rassuré. Je suis rassuré. On va compléter notre copie. Comme on dit aujourd'hui, c'est un signifiant flottant.